Juste pour me donner un petit peu de contexte, peux m'expliquer, c'est une science qui est récente ou alors ça existe depuis très longtemps? Alors, la morphopsychologie existe depuis plus de 4000 ans. Ah oui. Pythagore, Aristote, les prêtres égyptiens l'utilisaient aussi pour décoder finalement les disciples qui allaient rentrer dans les confréries, etc. Et donc elle existe depuis toujours. C'est le docteur Corman qui a créé le terme morphopsychologie, mais c'était déjà utilisé sur d'autres termes. Il a peut-être rendu la méthode plus scientifique. Comme il était psychiatre à l'hôpital de Nantes, il testait sur ses patients. En fait. Il s'est rendu compte que lorsque les gens se posaient devant lui, avant qu'ils ouvrent la bouche, il arrivait déjà à déterminer les pathologies. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé à faire la corrélation entre les traits du visage, les pathologies. Et donc, c'est comme ça que la morphopsychologie est née. Mais il y a plein d'autres méthodes qui utilisent d'autres termes et qui sont sur le même principe, d'autres en mesurant. Toutes les techniques sont très différentes. Ce que moi, j'aime bien dans la méthode du docteur Corman, entre autres, c'est cette notion d'observation plutôt que simplement d'apprentissage ou de mesure. C'est très compliqué. Il faut faire avoir une photo et mesurer si le front est bien en pente, si le nez est vraiment très long, s'il est plutôt court. Tandis qu'ici, cette méthode-là est un petit peu plus douce et elle permet vraiment de tenir compte de la globalité de l'humain. Et cet aspect pathologie, c'est encore présent dans ce que tu proposes? Alors, on peut observer en fait des dysfonctionnements. Par exemple, quand il y a une grosse asymétrie dans le visage, on parle de longueur de nez. Si le nez est trop long, il devient perturbant. Si on a deux hémifaces, on a le visage, on peut le couper en deux et on sait qu'on n'a pas le même visage à droite et à gauche. Il y a une asymétrie. Lorsqu'elle est petite, c'est bien, c'est équilibrant, mais quand elle est très importante, c'est déséquilibrant. Et si on regarde des photos de meurtriers ou de tueurs en série, on peut observer qu'il y a un très très gros décalage entre le côté droit et le côté gauche, qui correspond à l'enfance et au présent. Et quand on a été maltraité petit, quand on a vécu des choses difficiles, dans le passé, on peut avoir ce déséquilibre qui va amener à des déséquilibres de fonctionnement. Tout ce qui est petite différence est équilibrante, tout ce qui est grosse différence est déséquilibrante et perturbante pour la psychologie de la personne. Mais j'avais vu des études comme ça où effectivement, à partir du moment où tu fais une copie conforme de droite-gauche, en fait, ça paraît inhumain, c'est ça? Et en plus, c'est moche, c'est pas beau. Ce qui fait la beauté d'une personne, c'est justement la symétrie. On sait que si on a un œil plus grand et un œil plus petit, on a cette capacité à observer l'autre avec détail et puis à être dans la curiosité de ce qu'on observe dans l'œil plus grand. Et donc, ça crée une intelligence extraordinaire. Et les gens sont là à se plaindre de ne pas avoir le même œil à droite et à gauche. Donc, c'est vraiment... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on comprend et qu'on observe et qu'on comprend les avantages de chaque point, qu'on arrive à être dans une acceptation de qui on est et donc avoir plus confiance en soi, comprendre ses dons, comprendre les points à travailler et être dans une vie qui correspond plus à ce qu'on veut. Et alors justement, les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, que tu formes, c'est quoi l'idée principale quand elles viennent vers toi? C'est justement de se comprendre soi d'abord? En général, c'est plutôt pour travailler avec les autres. J'ai des coachs, j'ai des thérapeutes, j'ai des infirmières, j'ai des médecins, j'ai des ingénieurs, j'ai des gens qui sont dans la vente. Je peux avoir vraiment des gens dans des domaines très différents. Mais par contre, leur premier cobaye, c'est eux, quoi. Donc c'est assez intéressant de comprendre que on ne peut pas ne pas être impacté dans sa propre vie en apprenant cette méthode de décodage de l'humain. Puisque d'office, on va nous observer les uns sur les autres avec beaucoup de bienveillance. C'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que la morphopsychologie n'est pas du tout pour mettre des gens dans des cases. On n'est pas ou bleu, ou rouge, ou vert. Non, on est une totalité exceptionnelle. On est tous incroyablement uniques. Il n'y a personne qui a le même visage, le même deux jumeaux, il y aura quelque chose de différent. Donc on n'est pas ou bleu ou rouge, on n'est pas ou... Voilà. Et c'est ce qui me dérange dans les tests de personnalité, c'est justement, moi je ne supporte pas qu'on mette dans une case. C'est mon problème de liberté, mon besoin de finalement être un peu différente. Et c'est assez intéressant, c'est que
cette méthode amène de la bienveillance dans l'observation de l'autre et surtout de la bienveillance dans l'observation de soi. Et alors justement, est-ce que tu peux me détailler un peu quand tu dis les différents métiers qui sont intéressés, c'est quoi effectivement l'idée, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Donc par exemple, si on prend un coach, lorsqu'on est psychologue ou coach, on va avoir une personne, un patient ou un client en face de soi et on va avoir besoin de plusieurs séances avant de comprendre comment il fonctionne. Et c'est d'ailleurs lui qui va nous expliquer comment il fonctionne, mais avec sa problématique et sa vision sur lui-même. Tandis que quand on a cet outil de morphopsychologie, en quelques minutes, même en quelques secondes, on peut déjà faire, on va dire, un tableau de ses dons, de ses problématiques, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a traversé, de ses besoins aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs besoins. On leur a dit, tu sais, tu ferais un très bon ingénieur. Donc, il a fait des études d'ingénieur, mais lui, il adore travailler le bois, il adore travailler la terre. Il est juste pas dans la vie qui lui correspond. Alors oui, il a une capacité à faire des études d'ingénieur, mais le fait de le faire travailler dans ce domaine-là, il souffre toute sa vie. Et donc, le coach va avoir une intelligence d'observation et d'analyse beaucoup plus puissante qui va faire que nos accompagnements, ils sont hyper rapides. On a très vite cerné la personne, on a très vite compris ses besoins, on a très vite compris la stratégie qu'il faut mettre en place pour qu'elle soit dans la vie qui lui correspond. Donc ça, entre autres, j'ai eu des infirmières, par exemple, qui étaient... Et là, en l'occurrence, c'était des infirmières qui sortaient de burn-out, j'en ai eu 3. Et toutes les 3 en burn-out, c'est assez amusant, et pourtant elles ne se connaissaient pas du tout, et qui venaient plutôt pour apprendre à communiquer avec le reste de l'équipe et les médecins. Elles étaient tellement, on va dire, maltraitées par le système, qu'elles avaient besoin de comprendre ce qui se passait autour d'elles pour pouvoir se protéger. Et c'est assez amusant parce qu'il y en a 2 qui se sont complètement redirigées et qui finalement ont changé de métier parce qu'elles ont compris qui elles étaient. Donc elles venaient pour apprendre à supporter une situation, elles se sont retrouvées dans une nouvelle vie qui correspond beaucoup plus à ce qu'elles sont. Et il y en a une d'elles qui est juste extraordinaire et qui a créé un truc génial, donc je trouve ça trop sympa. Et dans la partie recrutement aussi, du coup, c'est quelque chose de très pertinent? Absolument. Donc, les RH, donc ça, c'est assez intéressant aussi, c'est cette notion de nouveau, de ne pas passer par des tests de personnalité, être plutôt dans l'humain, plutôt que dans ma manière de partager la morphopsychologie, parce que j'ai ma propre manière de le partager, c'est que je suis pas je suis pas scolaire. Le but n'est pas d'apprendre les manuels par cœur, mais c'est d'être vraiment en connexion avec les gens de cœur à cœur, comprendre qui on a en face de soi. Et donc dans le recrutement, être aussi pas simplement vigilant à comment la personne va être avec les autres, mais de quoi est-ce qu'elle a vraiment besoin. Est-ce que c'est vraiment une place qui va lui correspondre? J'aime bien l'histoire de ce recruteur qui a trouvé une candidate pour la réception et pour le service après-vente dans un grand magasin très connu et qui en fait était tout à fait coupée de ses émotions. Donc du coup, quand elle avait les gens qui arrivaient chez elle avec un problème de service après-vente, elle était très, les règles sont les règles, ça fait 1 heure que vous l'avez acheté, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on doit le renvoyer. Ça fait 1 heure que je l'ai acheté, on s'en fout, on le renvoie. Parce que pour elle, sa structure de fonctionnement, c'est diriger résultat par rapport au patron et non pas dans la connexion à l'humain. Et donc, on ne peut pas, si on veut avoir une image cohérente par rapport à un service après-vente, on a besoin d'avoir des personnes qui sont capables d'être touchées par le besoin du client. Et donc, du coup, dans le recrutement, être attentif aux traits du visage qui va donner l'information de comment fonctionne la personne et quelles sont ses capacités. C'est-à-dire qu'elle peut avoir la volonté d'aider, mais est-ce qu'elle en est capable? C'est là où elle va être hyper capable dans une autre fonction. Hein. Et le fait de bien la positionner, ça lui permettra aussi de ne pas vivre des conflits toute la journée où finalement, après, elle est malheureuse parce qu'elle se fait finalement insulter par les clients au bout du compte, quoi. Donc ça permet d'être sûr de mettre la bonne personne au bon endroit, même si elle pense que ça va être le bon endroit pour elle. En fait, des fois, elle ne le sait même pas. En fait, ce que moi je remarque, c'est qu'on est dans une société où on est tellement dans la peur constante d'être viré, de ne pas avoir de quoi se nourrir. C'est vraiment les instincts primaires qu'on a une quantité
incroyable de personnes qui se mettent dans des métiers qui ne leur correspondent pas du tout. Et donc, ils sont frustrés, ils sont en burn-out. On sait que, je crois que c'était une histoire de 77% des gens ne sont pas heureux d'aller travailler le lundi matin. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes-là ne sont pas dans des métiers qui leur correspondent. Et à un moment donné, est-ce qu'on va se réveiller et se dire... Qu'est-ce qui me correspond vraiment? Qu'est-ce que j'aurais adoré faire? Qu'est-ce qui va faire que le matin, je me réveille hyper heureuse et que j'ai envie d'y aller? Et ça passe aussi par la découverte de ses talents. Les gens, c'est pas ce que je sais faire ou ce que je sais pas faire. Et c'est pour ça que je trouvais que le coaching et la morpho étaient sympas. C'est pas simplement, OK, maintenant je sais ce que je suis, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est, OK, maintenant je sais qui je suis, je sais quels sont mes besoins, comment je fais pour y aller? Et là, on met une stratégie finalement pour arriver à être dans la vie qui nous correspond de nouveau. Et donc, c'est important aussi de comprendre que les gens seraient tellement plus heureux s'ils étaient dans des vies qui est alignées à leurs dons. Il y a des gens qui ont des talents. Moi, je les vois, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça m'arrive, parce que je ne sais pas me taire en plus, à la caisse du supermarché, j'ai dit, mais t'es incroyable, t'es brillante, t'as ça comme talent. Qu'est-ce que tu fais là? Pas que je trouve que c'est pas chouette d'être... mais quand t'as 20 ans, tu te dis pas, je vais faire 30 ans chez Carrefour. Ça, c'est pas cool, quoi. Parce qu'il y a un potentiel qui n'est pas mis à la disposition du monde. Et alors, si demain je veux travailler avec toi, je veux me former avec toi, comment ça se passe? Donc, c'est quoi les possibilités aujourd'hui? Alors... déjà, on me contacte, hein, c'est la première chose à faire. Et puis après, j'aime bien m'adapter aux besoins. Donc, on peut très bien être formé à la morphopsychologie pour apprendre à communiquer, pour apprendre à être dans des meilleures relations avec mes enfants, avec mon mari. Ça sauve des couples, hein, la morphopsychologie. Parce que si je sais comment fonctionne mon mari, comment fonctionne ma femme, je ne prends plus les choses personnellement et je ne suis plus du tout dans cette hypersensibilité, dans le conflit, dans la dispute, hein, finalement. Et dans la séparation, pardon. Et donc, il y a cette notion d'être formé à mieux communiquer avec les autres et à comprendre avec les bases, qui sont déjà juste extraordinaires. Et là, je peux déjà apprendre à découvrir les autres. Et puis, j'ai un accompagnement qui est plus un accompagnement, on va dire, plus complet, où on va plus au bout des choses, on va aller chercher sur du long terme un savoir qui est plus précis et qui peut vraiment être utilisé professionnellement dans plein de domaines. Et quand tu dis un accompagnement plus complet, c'est-à-dire ça dure combien de temps? C'est un accompagnement d'1 an, okay. Tandis que l'autre, sur 3 mois, on est formé et on peut l'utiliser directement et on peut changer déjà de trajectoire par rapport à soi et par rapport aux autres. Et alors, sur l'accompagnement de 3 mois, par exemple, c'est quoi un peu les grandes étapes? Par quoi on commençait d'abord? Il faut apprendre un certain nombre de choses Alors, de nouveau, comme je disais, moi, je ne suis pas scolaire. Après, on a des centaines de bouquins que les gens peuvent lire, mais... avoir du savoir ne sert à rien s'il n'est pas mis en pratique. Moi, ce que j'adore, c'est la mise en pratique du savoir. C'est-à-dire que la première chose que j'apprends, c'est à observer. À observer, est-ce qu'on est plutôt dans les bases de la morpho? Est-ce que je suis plutôt dans la dilatation ou plutôt dans la rétraction? Est-ce que je suis plutôt moyen? Est-ce que j'ai un visage équilibré? Comment se sont développés les récepteurs? Mon profil est comment? Quels sont mes dons finalement, hein, ma manière d'aller en interaction avec les autres? Et donc, on est dans l'observation, on est dans l'échange de photos, on est dans l'échange de profils, hein, les uns avec les autres, parce que les gens vont préférer commencer par eux plutôt que de commencer par décoder les autres. Donc, on est vraiment dans une observation, dans un décodage et dans un apprentissage du détail qui va permettre derrière d'être de manière... C'est comme si on réapprenait à marcher, en fait. C'est comme si on réapprenait à faire du vélo. On devrait nous apprendre, tout petit, à lire les autres. Parce que si on lisait à l'école les autres, on serait heureux, de toute façon. Est-ce qu'il y a un moment dans les formations qui fait un déclic, le truc où il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, ça, trop fort ». Mais dès le départ. Déjà, lorsque je fais des conférences, parce qu'en général, je fais pas mal de conférences, et dès que les gens comprennent, dès qu'on leur dit un trait de personnalité en observant leur visage, les gens sont tout de suite touchés. Moi, j'ai des gens qui se mettent à pleurer en disant, moi j'ai 57 ans, jamais personne n'a pu mettre des mots sur ce que je ressentais et que je n'arrivais pas à exprimer. Parce qu'au-delà de ça, on se connaît pas, hein.
On a l'impression de se connaître, je suis plutôt fonceur, et puis mes parents m'ont dit que, et puis la société m'a dit, mon ex m'a dit que j'étais. Lorsqu'on revient finalement à une réalité, une vérité sur soi, on est traversé par une émotion parce qu'on se dit mais au plus profond de moi, je savais que j'avais ce don-là, que j'avais ce talent-là, jamais travaillé la terre, que j'avais besoin de connexion humaine. Et donc, de nouveau, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand on a une personne qui est connectée à l'humain, qui a besoin d'aimer et qu'on la met dans un job ou elle est enfermée dans un bureau toute la journée, eh bien, c'est là où les gens font des burn-out. Et le fait d'être justement très très vite dans ceci veut dire cela, les gens sont très vite impactés et très vite traversés par une envie de revenir et par une excitation. Donc c'est assez touchant. Et les conférences que tu mentionnes, c'est à destination de qui? Comment est-ce que tu... En général, là, j'ai été invitée par exemple par NLPNL, qui est un organisme de la PNL en Belgique. Donc les PNListes, les personnes qui utilisent cette stratégie finalement de reprogrammation et de reprogrammation de nos fonctionnements. Donc c'est à travers des personnes qui font appel à moi ou tout simplement des partages qu'on peut faire via les réseaux sociaux. Et comment ton accompagnement sur 3 mois, c'est quoi un peu les grandes étapes? C'est d'abord soi, ensuite justement tout ça par la pratique, mais un petit peu c'est quoi les grands modules Alors moi j'aime bien aller justement par étapes et donc je commence toujours par, comme je disais tout à l'heure, dilatation, rétraction. Où est-ce que je me situe? Et puis on va voir le profil. Est-ce que j'ai un profil plutôt redressé ou plutôt fonceur ou plutôt dans l'instinct? Et puis on va aller dans les récepteurs. Comment mes récepteurs fonctionnent dans mon visage? Est-ce que j'ai plutôt des récepteurs très écartés ou plutôt concentrés? Si je suis concentrée, je suis une personne qui a besoin de s'isoler, de me mettre dans ma bulle. Je n'ai pas besoin d'être en connexion avec les autres. Et donc on va d'abord aller sur toutes les étapes de l'observation de que veut dire certains traits, et puis par l'observation les uns des autres, puisque alors on est vraiment dans un environnement très très riche où on s'observe les uns les autres, et alors on arrive aussi avec son environnement, sa famille. J'ai la photo de mon fils, où est-ce qu'il se situe? Donc on amène finalement le groupe à observer finalement, et puis ce qui est très intéressant, et ça je trouve que c'est très impactant, ce qu'on n'a pas dans les livres, c'est qu'on va avoir des personnes où on va aller spécifier certains traits de leur personnalité. Et les gens vont tout de suite donner des anecdotes où ils vont repositionner cette vérité. Et ça, c'est assez incroyable. Si je dis, par exemple, je prends l'exemple d'une dame qui venait me voir et qui se retrouve dans une de mes formations et qui se cherche un petit peu professionnellement. Et lorsque je lui dis que son don, c'est la connexion avec les ados, et qu'elle me dit, mais en fait, moi, depuis toute jeune, j'avais envie d'être juge pour adolescents. Et elle raconte son histoire et que sa maman ne voulait pas parce qu'elle était infirmière et qu'elle voulait qu'elle soit infirmière aussi. Et donc, lorsqu'elle raconte cette histoire, ça a une puissance pédagogique extraordinaire parce que personne ne peut oublier cette histoire. On peut oublier de la théorie, on peut oublier la manière dans laquelle, moi, je l'ai appris, c'était de la théorie. C'est lorsqu'on est dans l'humain et qu'on est dans l'échange humain, c'est hyper ancrant et surtout les gens ressortent très très vite avec la compétence, pas avec du savoir, avec la compétence. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Je ne sais plus non plus, mais c'était intéressant quand même. À quoi ils ressemblent tes élèves aujourd'hui? Comment tu peux me décrire, c'est quoi leurs points communs tous? Alors, en tout cas, aujourd'hui, je suis entourée surtout de jeunes, entre 30 et 45 ans, qui sont, je trouve, on est aujourd'hui, enfin, je peux en parler parce que j'en ai plus que 35, j'en ai 54, et que je vois l'évolution finalement de ce que j'attire aussi, et de la manière dans laquelle les gens fonctionnent. C'est surtout des gens qui ont envie d'évoluer. C'est des gens qui ont envie de comprendre, c'est des gens qui sont très connectés, que ce soit au développement personnel, à la méditation, à la spiritualité, à la transformation. On est vraiment à la gestion de leurs émotions et puis du corps aussi, de la nourriture, de l'alimentation. Je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est avec eux que j'aime travailler. Parce que c'est des personnes qui sont, on va dire, un petit peu plus réveillées. Et c'est pas je le fais parce que je m'ennuie et je suis pensionnée et puis pourquoi pas ça?
j'ai besoin de m'occuper. Non, c'est vraiment des personnes qui ont cette conviction que ça va leur servir et qui l'utilisent dans leur métier. J'ai beaucoup d'entrepreneurs, puisque j'ai été moi-même entrepreneur, donc j'attire un peu tous ces profils-là, des gens qui viennent me voir, comment tu as fait et qu'est-ce que tu peux me donner comme solution pour régler tel ou tel problème. Et c'est ces personnes finalement qui viennent aussi suivre ces formations. Et si on revient sur la gestion de conflits, par exemple, ça, du coup, c'est effectivement très utile dans le cercle privé, c'est ça? C'est juste ou en entreprise extraordinaire. aussi? Moi, j'ai sauvé des couples avec ça. J'ai des personnes qui venaient me voir avec des séparations où tout le monde leur disait c'est mort pour vous après ce qui s'est passé, autant que vous vous sépariez. Et après 6 mois d'accompagnement, de mise en lumière de l'autre, de mise en lumière des capacités de l'autre, des besoins de l'autre, tout le regard de l'un sur l'autre va changer. Et comme il change, la dynamique change. Et là, maintenant, ça fait 6 ans qu'ils sont de nouveau ensemble et je reçois des photos quand ils sont en vacances. Regarde notre famille, c'est grâce à toi, quoi. Mais c'est une évidence que dans la gestion des conflits, on ne peut pas fonctionner de la même manière quand on comprend pas l'autre et quand on le comprend. Et moi, ce que j'aime dans la morphopsychologie, dans l'accompagnement que je donne, c'est vraiment cette notion d'empathie et de bienveillance. Et quand je suis dans l'empathie, dans la bienveillance, tout s'ouvre.